Salut à tous, mon nom est Yaik, nous voici ensemble pour un épisode. C'est une petite analyse de ce qui se passe en ce moment dans le monde, mais d'une manière stratégique, hein. On ne fait pas de politique sur la chaîne, vous le savez. C'est juste une petite analyse tactique, stratégique plutôt, parce que tactique c'est un peu plus sur le terrain et tout ça, mais de ce que, pourquoi il y aurait des alliances qui se créent, pourquoi, dans quelles raisons ça pourrait arriver, et surtout avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment et le changement qu'il y a eu dans leur façon de voir le monde, on va dire. On parle des États-Unis, alors ce qui serait bien c'est de remettre la map dans le bon sens, je sais pas comment faire ça. Comme ça peut-être. Non, l'inclinaison, l'orientation, voilà. Ah, ok, donc là on va parler des États-Unis évidemment parce que l'accession au deuxième mandat de Monsieur Trump, on est le 24 janvier, février, mars 2025, hein, pour référence, et on voit que les États-Unis ont commencé à bouger, à nous rappeler, nous Européens, que De Gaulle avait raison et que il faut pouvoir se protéger sans compter sur les États-Unis, hein. De Gaulle avait très bien vu ça durant la Deuxième Guerre mondiale. On a fait beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale, donc vous savez ce qu'on en pense, hein, plus ou moins durant ces jeux. On a pu voir, voilà, nos fidèles alliés, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, tout ça. Hein, on voit bien qu'on a été un bloc très important pendant longtemps. Mais actuellement, on voit qu'il y a certaines tensions entre les États-Unis et le Canada, et ça nous donne des infos. Des infos qu'il faut mettre de côté, bien enregistrées. Il se passe un truc, États-Unis-Canada. Les alliances avec l'Europe et les États-Unis sont étranges aussi, hein. Donc on se retrouve avec des alliances qui sont, on ne sait plus trop où elles sont, et la Russie, évidemment, la Russie, toujours la Russie, qui était l'éternel ennemi des États-Unis et qui, là, n'est plus considéré de la même façon. Donc, moi, ce que je me suis demandé, d'un point de vue stratégique, hein, pas, et géopolitique évidemment, mais on va pas mettre la politique trop dans le lot, juste d'un point de vue stratégique, quel serait l'intérêt de diverses alliances ou diverses actions dans le monde, et qu'est-ce qui expliquerait le mieux toutes ces actions. Parce qu'en fait, il suffit, souvent, vous savez, c'est pas compliqué. Vous dites, je suis le Kazakhstan, je m'allie avec l'Ukraine. Je donne un exemple idiot, hein. Je suis avec le Kazakhstan, je m'allie avec l'Ukraine, et du coup, on peut comprendre que c'est une bonne alliance si jamais on veut contrer la Russie, par exemple. Et on s'allie avec la Mongolie, avec l'Ukraine, avec le Kazakhstan, et on attaque la Russie. Admettons. Mais ça serait assez logique, parce que si l'objectif c'est d'attaquer la Russie, on comprend pourquoi les trois là s'allieraient les uns avec les autres. Vous comprenez? Eh ben dans le monde c'est pareil. On peut toujours imaginer faire le boulot inverse, c'est-à-dire de ce qui a entraîné l'action d'un engrenage des alliances, mais en faisant l'engrenage dans l'autre sens. En fait, on recherche la raison. Et donc, pour les États-Unis, imaginons quelle serait, la question qu'on va se poser, c'est quel serait le prochain pays qu'ils voudraient attaquer. Alors d'un point de vue politique, évidemment, ça serait un truc comme la Chine, parce que les États-Unis, leur plus gros avantage, c'est la technologie, les voitures, la technologie, les missiles, tout ce que vous voulez. Et la Chine, c'est l'endroit où on décentralise absolument toutes les usines, tout ça, mais ils sont devenus très très forts dans tous les domaines suscités. Donc en gros, le plus gros ennemi financier des États-Unis, c'est la Chine. Si la Chine venait à tomber, ça serait très rentable pour les États-Unis. Trump sort des trucs comme il voudrait que, par exemple, ça c'est des discours officiels, hein, donc c'est pas vraiment de la politique, mais c'est juste pour dire, il voudrait qu'il y ait plus des usines qui soient refaites aux États-Unis, parce que évidemment tout bon industriel sous-traite, hein, évidemment. Vous les avez une idée, vous voulez faire des poupées, vous allez les construire en Chine parce qu'elles coûtent rien en Chine. Hein, vous n'avez pas engagé des travailleurs, que ce soit de France ou des États-Unis ou peu importe, hein, locaux,
pour faire ces poupées, parce que ça va coûter bien plus cher avec un salaire basé sur votre pays et le minimum obligatoire. Alors qu'en Chine, ils sont payés des clopinettes, mais c'est pas grave. Ensuite, ça coûte moins cher de vous faire livrer. Le problème, c'est que la Chine a profité de ça. Hein, parce qu'elle livre partout elle a toutes les manufactures, et elle en a profité pour apprendre les technologies. Et du coup, elle est leader dans pas mal de domaines, au même titre que les États-Unis. Hein, bien sûr, les États-Unis sont leaders dans ces domaines grâce à la Silicon Valley et autres. On va pas parler de trop de politique, mais il faut quand même situer un peu les choses. Donc, les États-Unis alliés depuis très très longtemps avec le Canada. Je crois que le Canada a participé à toutes les guerres des États-Unis depuis je sais pas quand, probablement la première guerre, la seconde guerre mondiale. Hein. Déjà, on sait que les Canadiens sont venus nous aider, nous les Français, depuis longtemps. Donc, ils étaient à l'opération Jubilé. Sans l'opération Jubilé, comme vous savez, ma théorie, c'est que sans l'opération Jubilé, Overlord aurait échoué. Enfin voilà, vous avez mon point de vue là-dessus. Donc, les États-Unis, qu'est-ce qui les pousserait à embêter le Canada d'un point de vue des tarifs et des choses comme ça, et de se mettre à dos l'Europe, parce que nous sommes des alliés depuis tout le temps, et avec, je parle de l'Europe, mais j'inclus les Royaumes-Unis dedans, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Et ben en fait, il n'y a qu'une explication qui retire l'Europe de l'équation. L'Europe retirée de l'équation, ça donne une grosse information, parce qu'en fait l'Europe n'est pas un pays offensif. Hein, n'est pas une série de pays offensifs. On veut envahir personne, l'Europe. L'Europe, c'est à la cool. Le problème, c'est qu'on n'aide personne à envahir personne. Donc, ça n'aide pas particulièrement un pays qui voudrait attaquer un autre pays. Si jamais s'il devait y avoir une attaque quelque part. Donc, si les États-Unis veulent attaquer quelque chose, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être sur leurs frontières, le Canada et le Mexique. C'est leur premier frontalier. Donc éventuellement, on pourrait mettre ça dans la liste des pays intéressants à attaquer. Et je parle pas politique là, hein. Parce que évidemment qu'il n'y a aucune raison qu'ils attaquent le Canada, le Mexique, le Guatemala, le Nicaragua, tout ça, d'un point de vue, voilà, il n'y a aucune raison qu'ils le fassent. Mais d'un point de vue géographique, c'est assez intéressant d'étendre ses propres frontières, hein, si jamais il devait y avoir. Donc voici des pays qui pourraient être intéressants, mais on a aussi, d'un point de vue financier, donc ce problème de la Chine. Alors évidemment, pour la Chine, c'est un gros morceau, la Chine, hein, elle est là. La Chine, c'est un gros morceau, mais qui est franchement à un endroit hyper stratégique dans tous les endroits, dans tout l'endroit ici. Hein. L'Inde pourrait apporter un soutien, mais l'Inde, bon, après, elle a ses propres problèmes, on va dire, mais pourrait être un bon allié pour attaquer la Chine. La Russie pourrait être un bon allié d'un point de vue géographique. Hein. La Corée du Sud et la Corée du Nord, le Japon, les Philippines, en fait tout ce qu'il y a autour, hein, finalement. Tout ce qu'il y a autour serait un allié de poids. Évidemment, les alliés naturels seraient plus le Japon, les Philippines, même l'Inde, hein, en vrai, et puis tous ces pays-là, mais c'est pas des pays ultra offensifs, mais avec un soutien. L'Australie aussi serait un allié naturel, et l'Australie, aller placer des troupes en Australie serait très intéressant pour les États-Unis, par exemple, parce que ça ferait un pied-à-terre au sud de la Chine, enfin au sud, hein, pas loin de la Chine, qui serait bien. Donc en gros, si l'objectif, par exemple, c'est d'attaquer la Chine, ben les alliés naturels, c'est tout ce qu'il y a autour. Hein, parce que pour les États-Unis, ça serait très rentable. Et évidemment, le meilleur allié, ça serait la Russie d'un point de vue puissance pure. Mais le problème, c'est que les États-Unis et la Russie sont en guerre depuis X temps. Mais si, d'un seul coup, les États-Unis faisaient un 180 degrés politique, et que d'un seul coup, la Russie n'était plus l'ennemi, ce qui est un petit peu étrangement en train de se passer, bah à ce moment-là, la Corée du Nord serait intéressante, parce qu'à côté de la Chine, la Russie serait intéressante. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de sens sur une invasion de la Chine qu'on emploie les armées russes, par exemple. Parce que la Russie, en termes d'armée, ils sont très puissants. Ils ont aussi l'arme nucléaire, hein, optionnellement. Et la Corée du Nord, pareil, ils sont hyper hostiles et ils sont collés à la Chine. Donc,
Et évidemment, on se dit, mais attends, c'est pas possible, parce que la Chine, la Russie et la Corée du Sud, enfin, et la Corée du Nord, je veux dire, d'un point de vue politique, sont alliés. Hein, sont alliés par les circonstances. Aussi bien que par des alliances. Par exemple, là, on a des Nord-Coréens qui se battent en Russie contre l'Ukraine. Hein. En fait, l'Ukraine, quand elle a lancé un assaut sur les territoires russes, elle s'est confrontée à des Nord-Coréens. Hein. Donc voilà, on sait bien que là, il y a de l'alliance. Et maintenant, si on prend en compte que les États-Unis sont rentrés en contact avec la Russie et la Corée lors des premiers mandats de Trump, il y a 4 ans, c'est-à-dire quand il y avait déjà l'avancée sur l'Ukraine russe, et qu'ensuite la Chine, c'est pas un secret que c'est la plus grande concurrente des États-Unis, j'en ai déduit une théorie, moi, que justement tout ce qui se passe n'est pas du fruit du hasard. Et que tout ça vient du fait que la Chine est la cible principale des États-Unis. Alors, en quoi les événements actuels avec le Canada entrent en ligne de compte? Alors, c'est un peu problématique, hein, mais pourquoi est-ce que les États-Unis s'embêteraient avec le Canada? On pourrait dire que le Canada et le Groenland, hein, éventuellement les deux endroits qui les intéressent, seraient le plus intéressant pour attaquer la Russie à la base. Hein, parce que la Russie est juste au-dessus, en fait. Hein, si jamais on regarde comme ça, pour attaquer de là à là-bas, si on a le Canada en plus, vous voyez, c'est plus facile d'atteindre. Bien que, bon, c'est le pôle Nord, hein, on rappelle, là, c'est pas les régions les plus sympas pour y vivre. Je pense que plutôt le Canada et le Groenland, c'est plus une histoire énergétique, un besoin énergétique. L'uranium, hein, le pétrole, ce genre de choses. Tout ce qui est ressources énergétiques pour pouvoir faire fonctionner le pays. Au lieu de faire une transition énergétique, ça serait plus récupérer les ressources pour pouvoir consolider et tenir. Parce que évidemment, quand une guerre a lieu, ensuite tu peux te servir sur l'endroit que tu agresses. Mais ça serait en prévision d'attaquer la Russie. Mais le problème, c'est que la politique ne colle pas avec la stratégie. Et la Russie, c'est tellement un gros morceau que pourquoi il y a eu la guerre froide, pourquoi les États-Unis n'ont jamais attaqué, bah, c'est parce que c'est compliqué. Hein, c'est un peu trop compliqué. Mais actuellement, les États-Unis ne sont pas mis à défaut par la Russie. Les États-Unis sont embêtés d'un point de vue finance de partout, mais le plus gros danger, c'est la Chine. Donc je vais faire un wild guess, comme on dit, hein. Mais je vais en déduire que leur objectif, c'est d'attaquer la Chine et qu'ils ont bougé leurs pions pour s'allier à la Russie et à la Corée du Nord pour le faire. Pourquoi? Parce que c'est les deux pays les plus agressifs. Et en même temps, affaiblir la Russie et la Corée du Nord dans une attaque contre la Chine bah, serait pas si mauvais pour les États-Unis si on revient sur l'alliance classique. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-le moi, je vais publier cette vidéo, et le futur nous dira si cette théorie tenait la route. Alors, évidemment, je mets quand même un petit holà, parce que là, on parle pas trop de la politique, et puis des relations et tout ça, parce que normalement, tout ça, ça serait pas possible. Les États-Unis ont toujours été un allié, le peuple américain verrait très mal si jamais il y avait un retournement contre l'Europe ou un retournement contre nos anciens alliés comme le Canada et le Mexique. Mais admettons que les États-Unis veuillent attaquer la Chine et qu'ils s'allient aux Russes, ça serait sans précédent. Mais la Russie n'étant plus communiste, il y aurait une compréhension sur le fait que bah, les Russes n'étant plus communistes, c'est plus autant le problème des rouges hein, qu'ils avaient auparavant. Donc, moi je mettrais en premier attaque de la Chine, avec un soutien russe et peut-être nord-coréen, parce qu'ils s'entendent bien et que même avec le président actuel des États-Unis, ça a l'air d'aller, et que si jamais les États-Unis en profitent, c'est-à-dire développent leur militaire au point que la guerre éclate vraiment et qu'ils se lancent là-dedans, bah autant récupérer au passage les territoires les plus intéressants, le Canada ou le Mexique, ou les deux. Voilà. Mais je dirais que ces territoires-là, ils auraient été très facilement, enfin plus facilement possible de les récupérer de manière diplomatique. Alors je dis pas que c'est facile d'étendre un pays. Hein. Les États-Unis, justement, leur fonctionnement, c'est que c'est différents États.
rien n'empêchait de prendre le Canada en tant qu'État ou le Mexique en tant qu'État supplémentaire. Hein. Bon, ce qui est déjà le cas. Non, attendez, c'est où les États? Phoenix, c'est déjà américain tout ça? Non, on voit bien qu'il y a encore la frontière. Hein. Je sais qu'il y a une histoire d'une partie qui est déjà envahie, Mexico, tout ça, là. Tout ça, c'est bien. Ouais, enfin, vous m'avez compris. Moi, ce qui se passe là-bas, je suis pas hyper au point. Mais, hein, on comprend bien que c'est plus facile d'attirer des mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Et donc, imposer des tarifs sur ses voisins n'était pas un bon plan si vous vouliez les convaincre de vous rejoindre. Vous savez, les fameuses phrases, le 51e État. Donc, si c'est pas une bonne méthode d'agresser les gens pour leur demander de rejoindre, c'est soit que vous voulez leur imposer par la force, et à ce moment-là, tac, attaquer. Et là, ok, par la force, vous pouvez prendre un État, dire, vous êtes maintenant, vous faites partie de notre truc, hein, les Robins connaissaient très très bien. Et pour le Mexique, attaquer la même. Mais pourquoi faire ça alors que les États-Unis étaient l'allié de tout le monde, le copain protecteur de tout le monde, le bouclier du monde face aux vilains méchants? Ils pouvaient demander à n'importe qui, n'importe quoi dans le monde. Tout le monde aurait été heureux d'aider les États-Unis. Pourquoi? Parce que on n'avait pas le choix, plus ou moins parce que c'était nos protecteurs. Donc pendant 50 ans, les États-Unis se sont gavés et ont aussi dépensé beaucoup d'argent pour la protection du monde. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, mais ils ont gagné beaucoup plus de relations internationales et de relations commerciales avec le monde entier. Parce que, voilà, et c'est ce qui fait que les États-Unis sont le pays le plus riche ça n'a jamais été le pays le plus riche au monde à n'importe quel moment de son histoire, hein, que maintenant. Donc, comment un pays le plus riche au monde a toujours des problèmes de finances? Ça, on ne le saura jamais, mais je pense que c'est le modèle capitaliste qui montre ses limites. Tout comme le modèle capitaliste a une tendance à réduire l'empathie, parce que le capitalisme c'est avancer, progresser, être le premier, être le plus haut, être le plus fort, être le plus riche, c'est le grid un petit peu, hein. Mais tout ça veut dire tu écrases ceux qui sont en dessous de toi pour pouvoir progresser, et ça c'est le problème, hein. C'est la concurrence plus ou moins, et la concurrence, plus il y a de concurrence, moins il y a d'empathie, et moins il y a d'empathie, plus les choses te paraissent logiques, mais sans te rendre compte que tu peux choquer l'opinion des gens, justement parce que l'empathie est réduite. Et que tu te comportes un peu comme un psychopathe. Mais voilà, donc ça c'est juste un autre détail, mais nos alliés américains, après quelques mois hein, de présidence, se sont comportés très erratiquement. Et si les choses que le monde aime, c'est la stabilité. Donc ma prédiction, attaque de la Chine. Évidemment, on avait les joueurs du passé. Les joueurs du passé, c'était quoi? C'était Iran, c'était, vous savez, les Émirats, tous ces trucs. Là, il y avait l'Irak, évidemment, il a été réglé, le Koweït, on n'en parle pas. L'Iran, armes nucléaires, danger, machin. Il y a une dizaine d'années, non, moins de 10 ans, hein, 5-6 ans, j'avais réfléchi à ça et je m'étais dit, tiens, l'Iran, ça sera sûrement la prochaine cible des États-Unis. Mais attention, entre la propagande et puis ce qu'on entend et puis ce qu'on imagine, il y a une grande marge, hein, et puis voilà. Mais l'Iran, pareil, c'est une des cibles que les Américains auraient très bien pu prendre. Mais depuis, pas trop de trucs. Et là, le côté financier de la Chine est vraiment mise en avant. Et ce qui est marrant, c'est que si on parle de la Chine, on doit aussi parler des usines, hein, les usines de voitures par exemple. Et c'est marrant parce que les voitures électriques, c'est aussi la technologie et tout ça. Et on parle aussi d'Elon Musk. Donc si on parlait politique, on pourrait faire des corrélations. Mais disons que tout collerait pour la Chine. Si on prend un autre pays par exemple, si on prenait le Kazakhstan, admettons que ce soit le Kazakhstan la cible des États-Unis, je dis une bêtise, hein. Eh ben les alliances seraient pas les mêmes, bien que la Russie serait un allié de poids. Mais il n'y aurait pas besoin de changer toute la politique américaine pour attaquer le Kazakhstan. Vous comprenez? Il faut, pour un revirement aussi drastique, il faut que l'endroit que tu veux attaquer soit difficile à attaquer. Donc si jamais par exemple, je sais pas, admettons que les États-Unis aient voulu envahir l'Australie,
Ça aurait été très simple. Un porte-avions tout autour, on envoie les avions, on pilonne, on leur demande de se rendre et puis c'est fini. Hein. L'Australie, elle tiendrait pas tripette. Ils sont pas nombreux sur le territoire. Le territoire est très large par contre. Et puis et après, ce serait pas compliqué d'envoyer les troupes. Bon, c'est la faune qui va te tuer en Australie. Hein. C'est pas c'est pas les êtres humains. C'est la faune locale. Mais tout ça pour dire, vous voyez, il y aurait pas besoin de changer aussi drastiquement d'attitude ou les alliances. Bon, si tu attaques l'Australie, je pense que l'Europe dirait qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont des armes de destruction massive? Un truc du genre. Mais voilà, donc ma théorie c'est ça, et le futur nous dira si j'ai raison. Et ça sera marrant de voir justement, si jamais il se passe des trucs, comment les gens ne peuvent pas voir ce genre de choses, et comment on aura pu, nous, d'un point de vue purement stratégique, savoir à l'avance que la Chine est la cible, que si ou que ça. Alors évidemment, hein, moi, donc je pars du principe que les États-Unis switchent complètement, qu'ils arrivent à se démerder avec la Russie. Alors évidemment, pour que la Russie se focus sur la Chine, il faut que la situation en Europe soit terminée. Hein. Donc il faut que toute la situation Ukraine-Russie soit fixe. C'est-à-dire que soit l'Ukraine ait donné ses territoires, soit que la paix soit instaurée et que cette frontière soit plus un sujet d'actualité. Une fois que ce truc-là n'est plus d'actualité, là on peut parler de choses importantes et de choses qui fâchent. Avec la Russie en étant dans la tête des États-Unis, hein, bien sûr. Mais pourquoi? Eh ben, pourquoi est-ce que ça paraît plausible? Bah justement, parce que les États-Unis veulent absolument l'arrêt des combats en Ukraine, par exemple. Enfin, c'est ce qu'ils disent au moins. Donc ils veulent l'arrêt des combats en Ukraine, voire la reddition des Ukrainiens, ou alors l'acceptation des Ukrainiens de laisser les territoires conquis par les Russes. Donc ça serait pour avoir un bon côté avec qui? Bah, pas avec les Ukrainiens, c'est sûr, hein, parce que là, ça c'est, je sais pas si vous avez vu les rencontres du Bureau Ovale, voilà, ça c'est de la politique, attention. Hein. Je veux pas m'impliquer, moi j'ai mes propres opinions, j'ai mes propres, voilà, hein, j'ai mes propres alliances. Moi personnellement, je suis communiste, donc la Russie, pour moi, c'est l'ennemi quand même actuellement, hein, évidemment, mais vous comprenez, il y a une espèce d'attachement qui est autre, mais mon attachement principal, hein, c'est bien sûr la France. Pour moi, il n'y a que ça qui importe, et la Russie actuelle n'est plus communiste, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc voilà, moi je suis plus socio, anarcho, alcoolique, voilà. Non, pas drogué, je me drogue pas, mais alcoolique, ouais. Donc voilà, ça serait plus... moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Hein. Il n'y a que ce petit hexagone, mais voilà, l'Europe aussi, bien sûr. Un petit peu, bon, un petit peu. On va aider les copains, quoi. En fait, moi, je suis pour l'alliance. On est copains avec tout le monde, jusqu'au moment où on ne l'est plus. Et là, faut gérer le problème. Eh ben, la Russie. Et il faut, si jamais les États-Unis ont la moindre espoir d'essayer de la convaincre d'attaquer la Chine, à ce moment-là, il faut régler son problème. Et donc intervenir. Parce qu'en fait, les États-Unis, est-ce qu'ils ont vraiment un intérêt à intervenir? Non, ils ont un devoir d'intervenir par rapport à l'OTAN et tout ça. Mais en vrai, vu comme ils réagissent, ils pourraient très bien dire bon, on s'occupe plus de tout ça et on se rentre chez nous. Si Trump avait dit ça et n'avait pas fait autre chose, il serait toujours l'allié. Enfin, les États-Unis seraient toujours l'allié qu'on connaît depuis toujours. Donc, il n'y avait pas besoin de ce revirement bizarre avec ses voisins et autres, et puis toutes les allégations qu'il fait. Mais si on lui donne un objectif, et qu'on regarde maintenant les actions qu'ont eu les États-Unis, et ben tout, vous voyez, se coordonne comme des engrenages. Tu prends des engrenages, tu les regardes de profil, tu ne comprends pas bien comment ils sont assemblés les uns avec les autres. Mais il suffit que tu trouves le bon angle et d'un seul coup tu comprends comment les choses s'embriquent les unes aux autres. Et c'est ça l'objectif. Donc je dis la Chine, des alliances contre nature, des alliances logiques, Australie peut-être, probablement même. Il y a eu aussi une histoire de sous-marin en Australie. Vous voyez, si on redonne les informations liées à la politique et puis au commerce, on peut voir aussi des choses. Hein, des ventes de sous-marins là, ils ont empêché
un contrat français en Australie de 12 sous-marins diesel. Ils ont remplacé ça par des sous-marins nucléaires qu'ils allaient livrer dans 10 ans. Mais que cette partie-là serait contrôlée. Finalement, ils ont changé le contrat en disant que ça serait peut-être des pilotes américains qui seraient aux commandes des sous-marins que l'Australie recevrait. Vous voyez, donc l'Australie se retrouve un petit peu le cul dans l'eau sans sous-marin. Et récemment, les Chinois ont envoyé des bateaux. Alors, ils ont envoyé des bateaux où, les Chinois? Je crois ils étaient au sud des côtes de l'Australie. Deux bateaux qui ont fait le tour d'un côté et de l'autre, sous pavillon japonais. Pardon, chinois. Et donc, ben voilà, c'est un peu pour dire, n'oubliez pas, on est dans le coin, quoi. Hein. Ne pas oublier aussi que la Chine, dans la mer de Chine méridionale, est en train de installer des puits de pétrole, en gros, hein, pour siphonner le pétrole qui lui appartient pas. En gros, bah, vous voyez bien ici, hein, c'est Philippines, Vietnam. Enfin voilà, c'est les eaux territoriales. Ils se battent pour les ressources qu'il y a dedans et les Chinois s'en fichent. Ils envoient ce qu'ils ont à envoyer. Euh, et ça a toujours été comme ça. Hein. Donc, Corée du Nord, Corée du Sud, ben ça aurait pu être le truc, mais vous voyez, le problème avec les pays que les États-Unis avaient comme alliés, aucun des pays alliés des États-Unis avant, enfin à notre époque, voire avant l'élection, la dernière élection, n'est vraiment offensive. Aucun pays n'est jusqu'au boutiste ou guerrier. Hormis les pays, les méchants, hein, les méchants quand on considère l'alliance classique, Amérique, Europe, voilà. Et les méchants, eux, par contre, sont beaucoup plus à même d'envahir. Donc évidemment, euh, la Chine, la Corée du Nord et la Russie ont quand même des relations depuis longtemps ensemble. Hein. Donc c'est compliqué de dire à la Russie, bah tiens, ça serait bien d'aller vers la Chine, mais la Russie n'est plus vraiment communiste. Hein. Poutine, on sait pas trop ce qu'il est, mais voilà. Ah si, on sait en vrai. Mais Corée du Nord, pareil, c'est des dictateurs, hein, donc ils décident d'aller où ils veulent. Trois dictateurs qui font ce qu'ils veulent, sachant que le dictateur chinois s'est quand même calmé, hein, parce qu'un dictateur, faut pas oublier que un dictateur éclairé, c'est la meilleure forme de gouvernance hein, d'un pays. Si vous avez une dictature éclairée, c'est la meilleure forme de gouvernance. Qu'est-ce qu'on appelle une dictature éclairée? C'est une dictature qui est menée par quelqu'un d'éclairé, c'est-à-dire qu'il y a un but pour son pays et son but ce n'est pas l'appât du gain personnel, c'est pas la culture du moi, c'est fais une dictature dans mon pays pour améliorer mon pays. Et ben ça on n'en voit jamais évidemment. La Chine, c'était pas ça au début. Hein. Ce qui se passe en Chine, je sais pas, mais ça a pas l'air bien serein. Mais en attendant, elle s'est retrouvée entre un pays qui était pas si fort que ça, mais qui était utilisé un peu par tout le monde pour Made in China comme petite main d'œuvre, s'est retrouvé à la tête de quasiment le second monde d'un point de vue des technologies. Le pays a bien progressé, malgré tout. Alors évidemment, il y a eu une période de plat avec le Covid et puis les relations chinoises, mais vous m'avez compris, c'est plus le pays qu'il était. Et pourtant, c'est toujours la même, le même dictatoriat, on va dire, là-bas. Hein. Et du coup, ça s'est vachement calmé, c'est ça que je dis. Hein. Ils sont ouverts, ils ont commencé à négocier plein de contrats avec le monde. La Chine, c'est devenu... on sait qu'il se passe des trucs là-bas, mais c'est les Chinois, on n'en parle pas trop, vous voyez. Voilà, et donc c'est un peu compliqué. Mais justement, est-ce qu'ils s'aiment entre eux? Pas vraiment. Donc je pense que voilà, le plan des États-Unis, c'est probablement d'attaquer la Chine. Alors on verra, hein, le futur dira si je me suis trompé ou non. Je me suis rarement trompé sur les attaques précédentes dans le Moyen-Orient. Alors c'était un peu plus facile à imaginer, hein. Le Moyen-Orient, c'est nettement plus simple, et puis tu vois les choses venir de loin. Donc voilà, là c'est vrai que de ce côté-là, on n'a jamais trop vu de ce qui s'y passait. À part avec la Russie bien sûr, mais une action militaire pourrait être incroyable. Et le problème, c'est que la Chine, même si elle a des contrats avec beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de pays qui vont la défendre. Et vous voyez, c'est ça le problème, c'est ne pas d'avoir d'alliés, fait que vous pouvez devenir une proie
dans un monde très compliqué. Alors évidemment, les plus paranoïaques d'entre nous diraient, oh mais c'est simple, hein, les États-Unis, ils prennent le Mexique, ils prennent le Canada, la Corée du Nord, hop, on va prendre quoi, il y a quoi comme truc intéressant là, cette ville là, c'est quoi? Corée du Nord, hein, ce serait plus Taïwan hein, qu'il faudrait attaquer, mais vous m'avez compris, elle pourrait reprendre la Corée du Sud ou justement attaquer au nord. Alors, attendez. Corée du Sud, Pyongyang, Japon. Ouais, non, le Japon, ça, c'est un truc qui va faire gueuler tout le monde, ça. Mais vous voyez, si on tape sur un pays euh, qui n'est pas aimé par les autres peuvent en profiter aussi pour aider. Mais la Corée du Nord, oui, ça serait plus Taïwan qui serait envahi, vous voyez, et la Corée du Sud éventuellement. Mais chacun pourrait reprendre un petit peu ses assets. La Russie pourrait reprendre tout Yalta, hein, l'état qu'il y avait à l'époque de Yalta. Il pourrait attaquer quoi? Il pourrait attaquer Vilnius, enfin, comment ça s'appelle là-haut? Il pourrait attaquer, comment on appelle cet endroit-là? Vous savez, Vilnius et autres. C'est... Hop, hop, hop. Ouais, tout ça là. Tout ce qui a un nom à la russe. Voilà, jusqu'en Finlande. Tout ce qui est entre la Finlande et la Russie. Pris. Tout ce qui va jusqu'à l'Allemagne. Pris. La Biélorussie, l'Ukraine, Vilnius, voilà. La Lituanie, voilà. Ça revenait pas. Je pensais aux croisés, moi. Enfin, pas comment ça s'appelle. Ouais, vous savez, à l'époque où il y avait les Teutoniens, l'empire teutonique qui était en Lituanie. Voilà, donc la Lituanie pourrait très bien se faire choper. D'ailleurs, si je ne m'abuse, elle est en train de se préparer pour le cas où. La Lettonie, évidemment, l'Estonie. Enfin, vous voyez, la Russie pourrait s'étendre, franchement, assez bien. La Finlande n'a pas de souci à se faire normalement, mais vous comprenez que si jamais ils se partagent le monde, ils peuvent, hein. Techniquement, les États-Unis, la Russie, la Chine, même la Chine, la Corée, pourraient se partager le monde, qu'il n'y aurait pas grand-chose qu'on pourrait faire pour stopper la plupart. Parce que, évidemment, vous vous doutez bien que si jamais un pays bouge, bah, on peut plus ou moins le stopper dans le monde, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue militaire, d'un point de vue... Voilà. Mais si tous bougent en même temps, eh ben, il y aura des priorités. Et la priorité ne sera pas de défendre le Népal s'il se fait envahir par la Chine. Hein, vous m'avez compris, hein, le Népal, ça sera le cadet de nos soucis. Pareil, si jamais ils attaquent, admettons, imaginons que la Chine attaque l'Inde, il se passe quoi? Bah, il se passe rien, parce que on a beau être copains avec l'Inde, si en même temps la Russie attaque l'Europe, on aura d'autres chats à fouetter. Vous comprenez? Donc, là, on rajoute une composante de temps, le temps se rajoute à l'équation. Qu'est-ce qui est le plus rapide à faire? Comment vont se jouer les événements? Donc si jamais les États-Unis doivent par exemple attaquer la Chine parce qu'ils ont envie de l'attaquer, ou alors s'ils se sont tous mis d'accord à se partager le monde, et là ça serait l'horreur, mais non, je pense pas qu'il faut être si paranoïaque que ça, mais si les États-Unis devaient attaquer la Chine, rien ne les empêcherait de se préparer en attaquant d'abord le Canada et le Mexique. Ou l'un ou l'autre, ou le Canada simplement, ou le Groenland. Vous savez que toute cette partie-là, aussi bien pour les ressources que d'un point de vue stratégique, donne accès à tout. Hein. Le Groenland donne accès au nord de l'Europe. Et là, vous vous dites, mais attends, pour nous, c'est pas très très important, mais réfléchis plutôt à, est-ce que l'Europe serait en danger? Est-ce qu'il est possible que quelque chose nous attaque? Ben oui, si les États-Unis veulent faire un revidement total pour attaquer l'Europe, quels seraient les meilleurs endroits stratégiquement pour le faire? Bon, ce serait pas très très compliqué hein, déjà de base, mais faut bien penser au parapluie nucléaire aussi hein, des différents pays. Et il y a beaucoup de nucléaire dans les pays que j'ai cités précédemment. Donc le nucléaire, on va le mettre de côté pour le moment. Mais en gros, d'un point de vue stratégique, Groenland, c'est fantastique. Hein, toute cette partie pour aller s'installer au nord de la Norvège, la Suède, l'Islande et tout ça, ça peut être intéressant. Mais franchement, il y a plus simple. Hein. Il y a plus simple. Hein. Tu as des bateaux partout, tu passes par l'Afrique. Bon, ça marche très bien aussi. Hein. La Russie, évidemment, en allié contre l'Europe. Ah, tiens, ça peut être un danger. Parce qu'évidemment, si les États-Unis s'allient avec la Russie, vous vous doutez bien que l'Europe va trembler, va avoir les chocottes, là. Hein. Mais voilà.
Tout ça pour dire, si la Chine est la cible, ce qui est mon idée, moi, c'est que tout ça est fait pour aller ici, eh ben, il pourrait se passer des trucs vraiment étranges. Et l'idéologie de certains pays pourrait être complètement bouleversée. Par exemple, une des démocraties les plus en vogue pourrait très bien ne plus être si démocratique que ça. Donc on verra, hein. C'est voilà, je jette un petit peu ça comme ça, et puis je vais publier la vidéo, comme ça elle sera timée, et on pourra regarder et rigoler dans un certain temps, quand les événements se seront passés, vous verrez, c'est possible que mes prédictions se soient révélées complètement fausses, ou alors qu'elles se soient révélées complètement vraies. Situation alternative, les États-Unis reviennent dans le giron de la santé mentale et redeviennent les alliés qu'on a toujours connus. Alors évidemment, il faudrait pour ça que quelqu'un bouge aux États-Unis pour que ça redevienne ce que c'était. En gros, pour que la vision du monde ne soit pas totalement impactée par les événements actuels aux États-Unis, il faudrait vraiment qu'il y ait une scission dans le gouvernement américain et qu'il y ait une espèce de révolution. Quelqu'un dise non, on n'est pas d'accord avec ce que fait Trump, par exemple. Hein, je prends Trump par exemple. On n'est pas d'accord avec ce qu'il fait et on décide de le destituer. Et si jamais il y a destitution durant son mandat, là on pourra se dire bon, c'était à cause de Trump. Mais si jamais personne ne réagit, si il y a une apathie globale et qu'on laisse faire Trump parce que tant que ça affecte pas les États-Unis, ils s'en foutent, parce qu'ils ne voient pas très très loin. Le court terme a toujours été une des façons de faire américaines, hein, en gros. Le court terme, tout le temps, même sur les politiques d'espionnage, par exemple, c'est toujours on paye, on a l'info et on s'en va. Il n'y a pas de... on a des espions pendant 50 ans qui sont des espions dormants et qui bossent pour nous pendant 50 ans. Ce que feraient plus les Russes et les Français, c'est un peu l'entre-deux. Mais jamais une histoire d'argent, les Français on paye jamais rien, nous on joue sur le côté tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi et tu en fais partie donc tu dois être fier. Voilà nos assets à nous en espionnage. Mais tout ça pour dire, si jamais il y a révolution et qu'on le retire du pouvoir, là, ok. Là, tout le monde se dira, ouf, ok, on n'a pas... en fait, les États-Unis sont bien ce qu'on a toujours imaginé d'eux. Le peuple réagit quand il voit quelque chose qui va pas, et c'est notre allié depuis toujours, et on est cool avec eux. Et du coup, là, tout se remettra tranquillement dans l'ordre. Mais est-ce que ça va arriver? Bah, j'ai l'impression que non. Parce qu'en fait, il y a un événement qui est prévu depuis très très longtemps, dans le monde entier, hein, et pas qu'aux États-Unis, c'est que depuis qu'on sait que le pétrole est limité sur la planète, ben, il y a deux attitudes. L'attitude, on va réfléchir à ce qu'on va faire quand il n'y aura plus de pétrole, et l'attitude, où est le reste du pétrole? Et l'attitude entre les deux, c'est de se dire, bon, si le pétrole, il n'y a plus, il nous faut le nucléaire. Et le nucléaire, c'est l'uranium. Il y en a au Canada, il y en a où ailleurs? Il y en a en Ukraine. Ah, c'est marrant ça. Vous avez vu, c'est des pays qui sont sur la sellette en ce moment. Et donc, et puis je vais pas dire les autres parce que je les connais pas, mais vous devez le savoir, vous, et que vous êtes malin dans mon chat. Mais vous comprenez bien que les endroits où il y a de l'uranium, bah oui, l'Afrique. Hein. Mais l'Afrique, les Français ont déjà la main dessus. les plaques d'uranium qu'on vole aux Africains, bah oui, on les vole, on est des salopards. Oui, oui, il se passe des trucs. Hein. Faut toujours reconnaître ses faits. C'est pas pour rien qu'on ait une grosse puissance nucléaire aussi. Hein. C'est parce que nous, ce qui nous intéresse, le nucléaire a été vraiment notre priorité pendant très longtemps. Donc oui, on a déplacé nos pions, hein, plus ou moins, et on n'a pas toujours été très bien en Afrique. On a fait des très bonnes choses, on a aidé les gens, on a fait de notre mieux, mais on a aussi fait, d'un point de vue des pays, bah on a fait un peu comme tout le monde. Hein. On a un peu organisé, tiens, bah on vous aide à faire des puits pour avoir de l'eau, on vous apporte un peu à bouffer, et puis on vous pique toutes vos ressources naturelles. Tous les pays l'ont fait, hein, évidemment. Hein, c'est ce qui se passe quand un pays technologique rencontre un pays un peu moins développé. Mais jusqu'au moment où le pays sous-développé se rebelle et puis commence à développer son secteur, enfin ses ressources naturelles, et une fois qu'il développe ses ressources naturelles, bah, il s'en sort.
Alors, je ne mets pas de traitement de valeur, hein, je suis complètement contre l'exploitation des petits pays ou tout ça, hein. Mais voilà, c'est des choses qui sont, c'est des faits, c'est pas vraiment une appréciation du fait. Mais justement, donc on a quand même mis de côté pas mal de trucs d'un point de vue de ces ressources-là. Mais vous voyez, chaque pays, si jamais on prenait chaque pays a ses agendas, a ses choix, a ses décisions. Mais ce qui choque vraiment, c'est que les États-Unis ont vraiment modifié leur façon de faire récemment. Ils ont vraiment modifié drastiquement leur attitude. Alors tout ça, on pourrait dire, bah oui, c'est parce que c'est Trump, il est fou. Trump, il est maboule, il fait des trucs. Ouais, mais il fait des trucs quand même dans une direction bien précise. Et vous savez, en France, si jamais notre président faisait une boulette, bah on ferait la grève. Il fait 2 boulettes, on fait brûler des voitures en France. Il fait 3 boulettes, on le tire de son bureau et on lui met des goudrons et des plumes, hein, sur le corps. Et on le vire du territoire. Donc, enfin, on le vire de son bureau, quoi. On fait un putsch, on l'enlève. On remplace, il faut un autre président. Voilà, il nous faudra combien d'erreurs? Combien d'erreurs il doit faire pour qu'on le vire? Bah, en France, pas tant que ça, hein. Je vais dire, une erreur, on est déjà en train de foutre le bordel. 10 erreurs, il est plus là, hein. Je dis pas 3 parce que ça serait trop peu. Faudrait vraiment qu'on soit plus choqué que ça. Mais les Français n'hésiteront pas. Les Américains, combien d'erreurs faudrait-il faire? Il en a déjà fait plus d'une trentaine, si on les compte, une trentaine que les Français n'auraient pas accepté. Mais d'un point de vue des États-Unis, tant que ça les affecte pas, il n'y a pas de problème. Donc il peut faire des erreurs à l'extérieur, c'est pas un problème. Vous voyez le truc? Parce qu'ils n'ont pas cette vision à long terme des événements ou des relations internationales. Ils se rendent compte que c'est pas bien. Mais ils n'ont pas d'idée de ce que ça va causer plus tard. Si jamais le shift des alliances change, d'un seul coup, le monde ressemble à autre chose. Parce que si jamais on devait colorer, là, si on prenait de la couleur et qu'on colorait en rouge tous les États qui sont, enfin tous les trucs, tous les pays qui sont un peu dangereux, qui sont plus ou moins des ennemis, ben on aurait du rouge par là, la Chine non. La Chine ne serait pas vraiment en rouge, alors que pourtant, on pourrait dire que non, on a un espèce de bloc méchant, hein. Mais la Chine, c'est vachement détaché de tout ça. Et justement, si ce bloc se détache de celui-là, ça pourrait expliquer pourquoi ce bloc se détache de celui-là. Vous voyez? Donc, ça va être intéressant de voir les événements. N'oubliez pas, hein, puissiez-vous vivre des temps intéressants. C'est Sun Tzu qui disait ça, parce que je crois que c'est Sun Tzu. Vous savez, celui qui a écrit L'Art de la guerre. Mais il disait, puissiez-vous vivre des temps intéressants, parce que c'est vrai que les temps de paix très très longs, ben, il se passe rien et les gens se ramollissent. Et c'est dans les temps de paix que l'on crée des hommes faibles, ce qui cause des problèmes parce qu'ils sont faibles. Et du coup, ça crée la guerre, et la guerre crée des hommes forts. Et du coup, les hommes forts créent la paix. Vous voyez? Et c'est un cercle perpétuel. Et là, ça fait longtemps qu'on est en paix. Donc évidemment, tout part en sucette. Ça a créé des hommes faibles. Je parle pas du tout de politique, hein, depuis le début. Mais vous m'avez compris. Ce qui explique qu'il risque d'y avoir des événements dans le monde qui peuvent être très intéressants dans un futur proche. Et justement, vu qu'on fait beaucoup de jeux de stratégie sur la chaîne, la tactique, la stratégie, la géopolitique et ce genre de choses, faut pas oublier que il y a ce qu'on voit, ce qu'on dit, la propagande, mais il y a aussi les actions simples. Si on prend chaque pays du monde et qu'on dit tiens, qui veut les attaquer, qui va attaquer, aurait un intérêt à faire ci ou ça, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, en quoi ils sont bons, en vente, en achat, en truc, et tu fais ça toute la journée, et tu regardes chaque pays un par un, ben d'un seul coup tu vas te rendre compte que tiens, dans les infos j'ai entendu parler que ça, ils ont fait un truc par ici. Et là tu comprends mieux pourquoi une action a lieu à un tel endroit. Pourquoi est-ce que vous croyez que les Chinois ont vraiment besoin d'envoyer des bateaux au sud de l'Australie? Non, je crois que c'est ça, hein, que j'ai vu aux infos récemment. Et c'est là où tu dois te dire, bon, il y a un truc. Est-ce que c'est en rapport avec le fait que l'Australie commande des sous-marins aux États-Unis ou aux Français? Peut-être, peut-être pas. Peut-être que c'est parce que les Chinois font des trucs dans leur mer et qu'ils veulent dominer tout cet endroit-là. Mais bon, si un jour la Chine attaque les Philippines, le Vietnam ou Taïwan, ou la Corée du Sud ou l'Australie, est-ce que ça choquera vraiment quelqu'un? Est-ce que vraiment on sera surpris? Ah, je crois pas, hein, s'ils attaquent, vous voyez, par là, de ce côté-là. Personne sera surpris.
On se dira, ah tiens, c'est marrant qu'il fasse ça. Mais est-ce qu'on sera surpris? Pas du tout, hein. Il n'y aura aucune surprise. Donc voilà, c'est juste pour dire, des fois, il faut simplement prendre une carte, regarder ce qui se passe et se dire, ah bah tiens, là ça paraît logique. Et moi, je pense que c'est ici que ça va se passer, le plus important. Eh ben, ce sera la surprise. Merci d'avoir suivi.